Et si aimer devenait une prison, une dépendance plutôt qu'un épanouissement? Vous l'aurez bien deviné. Ce soir, nous parlerons de dépendance affective. Je suis Aya Yao et j'espère ouvrir un espace où nous allons nous dire toutes les vérités. Qu'est-ce qui peut être la cause d'une dépendance affective dans une relation et comment s'en sortir? Telle est ma mission de ce soir. Alors que le voyage commence. Je suis ravie de recevoir encore une fois sur mon plateau Super Mélanie qui va nous entretenir. Bonsoir Super Mélanie. Bonsoir Flora. Comment vous allez depuis votre dernier passage ici? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Adieu, merci. Et vous? Ça va très bien. Merci à vous. Comme je l'ai annoncé tantôt, ce soir, nous allons aborder le thème de dépendance affective. Mais bien avant de rentrer dans le vif du sujet, moi j'aimerais savoir à quel moment parle-t-on de dépendance affective? Qu'est-ce que la dépendance affective? Merci pour ta belle question. La dépendance affective est un état psychologique où une personne ressent le besoin excessif d'être aimée ou approuvée par les autres, au détriment de son bien-être ou au détriment de ses valeurs. En amour ou bien en amitié, ou est-ce que c'est dans nos relations avec nos familles? D'accord. Il convient de noter que la dépendance affective ne concerne pas seulement les relations amoureuses. La dépendance affective concerne tout type de relations, familiales, amicales et sentimentales. Donc, si j'essaie de bien comprendre la définition que vous me donnez, c'est qu'on parle de dépendance affective quand lorsque dans nos rapports avec les autres, nous sentons obligés de forcément se faire accepter, c'est ça. Oui, en fait, c'est un besoin excessif. On ne le contrôle pas vraiment. Oui. Et comme tu sais, moi, je suis thérapeute. Donc, un thérapeute, c'est pas nécessairement pour des personnes qui vont bien. On parle de santé mentale. Oui. Est-ce que, Flora, si vous avez un palu, vous allez vous asseoir à la maison et puis dire que ça va aller? Non, pas du tout. Justement. État psychologique. Donc, il y a déjà un problème à la base, en fait. Oui. Mais c'est simplement que dans le cas de la santé mentale, le patient ne sait pas qu'il a un problème. Mais dans ce cas, comment est-ce que je fais pour reconnaître que je suis en fait dans cet état-là? Voilà. La dépendance affective, on a parlé de besoins excessifs. Oui. Et si vous remarquez, j'ai appuyé sur le mot. Vous et moi, nous sommes amis, par exemple. Et puis, donc, on est là, mais Flora, moi, je viens constamment. Je viens constamment chez vous, je vous envoie des cadeaux. Et puis, peut-être que même, j'aime pas manger du porc, mais comme Flora mange le porc, donc moi aussi, je vais manger le porc pour faire plaisir à Flora. Bon, comme Flora, elle s'habille chic, je vais essayer. En fait, je veux tellement plaire. On est amis, hein. Oui. Je veux tellement plaire à Flora que tout ce qu'elle dit, même si ça ne me convient pas, je le fais en fait pour Flora. Et quand Flora fait 2 semaines sans m'appeler, ou bien elle a un anniversaire et puis elle ne me convie pas, vous allez entendre cette phrase-là. Moi, à son anniversaire, là, je suis là. Mais j'ai tout fait pour elle, mais elle n'est jamais là pour moi. Non, mais c'est quoi ça? Mais les gens même sont mauvais. Si moi, j'ai fait amitié encore avec quelqu'un d'Abidjan, là. C'est que vraiment. Voilà, merci d'avoir été habitué. Et tu entends ça souvent. Très souvent dans les conversations de tous les jours, oui. Parce que on s'attend, quand on est dans le besoin excessif, on s'attend à une réciprocité. La réciprocité n'est pas obligatoire. Ça peut venir naturellement ou ça peut ne pas venir. Sans pour autant dire que la personne qui est en face est une mauvaise personne. Mais comme on est dans un besoin excessif et compulsif, on se dit que tout ce qu'on fait, l'autre doit pouvoir le refaire à son tour pour nous. Bon, même si ce n'est pas le refait de la même manière, on parle d'un ami ou bien je parle de peut-être un conjoint, quelqu'un avec qui je compte bâtir ma vie. Je m'attends un minimum de réciprocité. Est-ce que là, il s'agit de dépendance? En fait, c'est vraiment un partage. Sinon, à quel moment est-ce que je dis que tu es mon ami si je ne ressens pas envers moi aussi ton amour? D'accord. Tu sais, Flora, n'allons pas dans tous les sens. Oui. On reste dans le cadre. Que ce soit pour une relation amicale ou pour une relation sentimentale, Oui. il y a un minimum. L'amour en lui-même, il est sain. Mais la dépendance, il faut noter, déjà, je te donne déjà comment on appelle, les causes de la dépendance affective. C'est un manque,
On va reprendre. Je te donne déjà les causes de la dépendance affective. Oui. Donc, c'est un manque d'estime de soi-même. Mhm. La personne qui éprouve une dépendance affective ne s'aime pas. Donc, elle veut que l'autre vienne lui donner ce qu'elle n'a pas pour elle-même. En quelque Donc, sorte, dans ce cas-là, combler un certain un vide. certain vide affectif qui est inexistant. Mhm. Tu vois, l'amour de soi, c'est la bienveillance, c'est l'acceptation. Et on a déjà parlé de l'acceptation de soi la dernière fois. Oui. Mais quelqu'un qui a des défauts et des qualités, qui ne s'accepte pas, elle est plus enclin à critiquer tout ce que l'autre fait. C'est pour ça que je te dis, il y aura réciprocité, il y aura respect, il y aura engagement sur des valeurs. Mais si moi, je suis déjà dans un problème, dans une léthargie affective, je ne peux pas établir une base de réciprocité saine. Et puis, quand quelqu'un est en dépendance affective, il a tendance à tomber sur des personnes qui souffrent aussi. Donc, ça devient une relation toxique Des deux côtés. des deux côtés. La toxicité vient du fait que l'autre attend et toi aussi tu attends. Donc, vous êtes là dans, C'est ça. mais Dans une relation qui n'est pas saine, et ça devient très malsain. très malsain. Du coup, je souhaiterais qu'on revienne plutôt sur les causes. C'est vrai que vous avez parlé d'estime de soi, mais est-ce que dans un sens plus large, la dépendance les causes en fait de la dépendance affective ne tirent pas à leur origine de peut-être une enfance douloureuse, mais vraiment aller dans tout ce qui pourrait causer cela chez un adulte qui D'accord. ressent cela, ou même un adolescent. D'accord, il n'y a pas de problème. Comme vous l'avez si bien signifié, les causes remontent à l'enfance. Toutes les pathologies au niveau de la santé mentale remontent à l'enfance. Parce qu'une personnalité se forme avant l'âge de 2 ans. Après 2 ans, on a ce qu'on appelle une adaptation de survie. Mais on ne va pas rentrer dans ça. Donc, quand on a responsabilisé l'enfant trop tôt, à son bas âge, ou qu'on ne lui a pas donné la sécurité émotionnelle dont il a besoin, il grandit avec cette carence-là. Donc, il est d'abord dépendant affectif de ses parents. Aujourd'hui, vous avez des adultes, comme vous avez des enfants. Tant que papa n'a pas dit de faire tel travail, lui, il ne peut pas travailler. Vous ne connaissez pas. Forcément qu'on lui donne des orientations. Non, je parle d'une vie professionnelle. Oui. Vous ne connaissez pas des gens, par exemple, qui sont en conflit avec leurs parents parce que le père aurait voulu que l'enfant soit médecin, avocat, professeur, Oui. et puis lui dit non, je veux chanter. Vous n'en avez jamais entendu parler? Ah, mais si, bien sûr. Ça entraîne des conflits. Il y a d'autres personnes, par exemple, qui ont renoncé à leur désir, à leur passion pour faire plaisir à leurs parents. Dans quel moment on est en dépendance affective quand on ne peut pas établir d'échange et de dialogue avec le père, en fait? Ah, papa, c'est vrai que tu veux que je sois avocat ou médecin, mais j'ai vraiment un amour fou pour la musique. Allez faire les études, vous voyez, et puis établir un cadre d'échange. Allez même appeler quelqu'un pour essayer de raisonner le parent en disant « Ah, mais c'est vrai, mais regarde, il y a telle personne, il y a tel chanteur reconnu qui a fait de brillantes études, mais qui a excellé dans la musique. Donc, faire la musique, pour moi, ça ne veut pas dire que je ne serai pas un leader de demain. Je veux faire la musique par passion. Oui. Vous voyez, là, j'établis sainement un parallélisme des formes pour vous faire comprendre que quand on est dans une relation saine, quand on est dans un état psychologique bienveillant, on établit la communication. Mais quand on est dans le cadre d'une dépendance affective, on renie ses sentiments. On renie sa personnalité. Ah, mais c'est ce que papa a dit de faire. Mais c'est ce que papa a dit de faire. Mais si je ne le fais pas, je fais comment? Et ça vient. Dès que quelqu'un a un premier échec, il se dit, oh, c'est parce que je n'ai pas écouté mes parents. Ah, c'est parce que, non, toi, là, quand tu n'es pas là, tu n'écoutes pas. Voilà. On t'a dit que musique, ce n'est pas bon. Mais tu t'es entêté, tu allais faire. Voilà. Pourtant, on échoue ailleurs. Hein. Bien sûr. On échoue même dans tous les domaines pratiquement. Justement. On échoue dans tous les domaines. Parce que l'échec fait partie de la vie. Mais ici, en fait, sous nos cieux, on nous parle à partir des conséquences. Tu vois? Oui. Donc, les causes, elles sont multiples, elles sont diverses. Mais le tout, c'est d'apprendre à se connaître. Quand on va apprendre à se connaître, on va identifier certaines causes. Voilà. Donc, on part vraiment de l'acceptation de soi, apprendre à se connaître un peu mieux, C'est ça. afin de ne pas tomber en fait dans
je vais dire cette pathologie, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Je peux appeler en fait Oui, une oui. C'est une pathologie pathologie. parce que quelqu'un qui a cette dépendance affective n'est pas forcément sain, sain d'esprit, Bien il faudra sûr, le bien reconnaître. sûr. Il faut C'est reconnaître un que c'est... manque en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui est malade. Oui. Et là, on a parlé de la source qui vient bien souvent de peut-être l'enfance. Mais quand cette personne grandit avec cette pathologie et qu'elle ne savait même pas qu'elle avait cela, qui se met peut-être en relation, quels sont les dangers, ou bien, je ne sais pas si j'utilise le bon terme, Oui. quels sont les dangers encourus pour la personne en face? D'accord. Que ce soit vraiment une relation amicale ou une relation amoureuse. Les dangers encourus pour la personne en face, c'est que la relation ne va pas marcher. Donc, on part d'échec en échec. On part d'échec en échec, en fait. Et on va avoir quelqu'un qui va se victimiser et rejeter la faute de tous ses problèmes sur les autres, constamment. Vous savez, il y a des personnes comme ça. Moi, j'entends dire, et je vois aussi des personnes qui disent, mais vraiment, personne ne m'aime. Voilà, j'ai tout le temps des soucis. Et il y a des personnes qui fuient aussi d'autres personnes. Vous voyez, des gens, quand vous les écoutez, ils sont constamment en train de se plaindre. Oui. Ils sont constamment négatifs, en fait. Toujours dans la victimisation. Et quand vous voyez ce genre de personnes-là, ce pas des personnes avec qui vous avez envie de rester. Tout à fait. Parce que leur énergie vous tire vers le bas. Vous voyez? Et ça aggrave le déficit. Parce que la personne ne comprend pas. Ah, mais je suis bien avec Flora. J'aime bien Flora. J'aime sa compagnie. Mais à chaque fois que je lui parle, elle me dit qu'elle n'a pas le temps. Elle essaie de me fuir. Et puis donc, c'est quoi le problème? Donc, toutes mes amitiés que je tente là, ça ne marche pas. Pourtant, peut-être cette période-là, moi, j'étais peut-être un peu occupée. Il y avait peut-être pas mal de choses que je devais gérer. C'est ça. Mais la personne ne comprend pas comme ça. C'est ça. Et dans le cas d'un conjoint, dans le cas d'un mariage, c'est d'autant plus dangereux parce qu'il y a les enfants qui vont payer le prix. Tout à fait. Au cas où le mariage ne vole pas en éclats, il y a la violence. Il y a la violence. De la Parfois, personne qui ressent en fait ce mal. Quand on a un problème de dépendance affective, on ne se marie pas nécessairement par amour. On se marie pour régler le besoin d'être seul, en fait, pour se sentir accepté. C'est la peur du rejet et de l'abandon qui fait qu'on court dans la relation. On court vers la relation, si tu préfères. On court vers la relation. On se dit que le conjoint va pouvoir nous comprendre, va pouvoir réparer qui on était et pouvoir résoudre tous nos problèmes psychologiques. Non. Le mariage vient révéler la véritable personnalité, donc souvent ça aggrave. Donc, vous voyez, dans les foyers, souvent, ça commence par des incompréhensions. Et quand c'est comme ça, on ne peut plus discuter sans se disputer. Et après les disputes, la phase, c'est quoi? C'est la violence. Le monsieur va trouver que la femme crie, il va vouloir la ramener à l'ordre. Et puis, un soir, c'est une baffe. Et après, c'est des coups, en fait. Et pourtant, les enfants n'ont rien demandé. Ah, c'est vrai. Et quand on a un mariage malsain, ça agit sur la vie professionnelle. Donc, vous voyez que les dangers peuvent aller du niveau minima à un niveau maximum. Mais tout ça, on ne se le dit pas. Parce que à la base, on ne sait pas qu'on a un problème. Donc, la société dit, il faut se marier, il faut faire des enfants, ou bien il faut travailler. Tu peux reprendre l'autre. Il faut aller à l'école, il faut travailler, il faut se marier, il faut faire des enfants. Quoi qu'il en soit, dans tous ces aspects de la vie-là, si vous n'allez pas bien, vous aurez tout ça et vous allez tout détruire. Ce n'est qu'une question de temps. Parce qu'on n'a pas réussi à soigner en fait ce mal. Justement. Mais en partant en fait du cas du conjoint, si le conjoint en face commence à remarquer que l'autre a des attitudes qui ne sont pas, je ne sais pas si je vais dire, qui sont anormales, est-ce qu'à son niveau, au lieu de rentrer dans ce jeu-là, n'essaie pas plutôt de l'aider en fait? Ça va dépendre de la personne qu'on a en face. Il y a des personnes qui sont bienveillantes. Oui. Il y a des professionnels aussi. Vous pouvez tomber sur quelqu'un qui s'y connaît en la matière. En ce moment-là, cette personne va vous aider à grandir. Voilà. Et aller au-delà de la douleur, aller au-delà de la victimisation, aller au-delà du passé. Parce qu'une personne qui souffre de problèmes psychologiques est enfermée dans ses erreurs.
est enfermé dans son passé et est convaincu que sa vie n'a aucun sens. Donc, La personne ne va pas vous le dire. mhm. Je tiens à le souligner. Et les personnes même qui souffrent de problèmes psychologiques sont les personnes qui rient le plus. Ce sont les personnes les plus Ah, mais joyeuses là, je de me la sens, terre. ah, mais je me Il y a sens des... tellement visée. Non, Non, mais... moi, j'essaie vraiment à mon niveau de partager un peu de la joie. Mhm. Donc, en général, je suis toute joyeuse parce qu'en fait, je dis, je dois communiquer cette joie. Mhm. Super Mélanie, on vient de, on vient de me dire que je me retrouve dans ce cas-là. Pas Non. nécessairement. Ok, ça me rassure. Pas nécessairement. Donc, je ne dis pas que toutes les personnes qui rient Voilà. ont des problèmes psychologiques. Je te dis que Mais en le général, rire, non. Mhm. Certaines personnes, certains profils, voilà, utilisent le rire pour masquer leur peine. C'est ça. Il y a des dépressions silencieuses. Il y a des dépressions où la personne rit, en fait. Tout à fait. Ce que les gens appellent la dépression souriante. Parce qu'on n'aurait jamais cru que cette Voilà. personne vivait ce mal. C'est ça. Et Et puis là- on dit, une semaine, bon, vous étiez là, la personne, hey, on a ri, on a mangé. La personne s'est suicidée. C'est venu d'où? Parce que dans cet état-là, Mhm. il offre aux autres ce qu'il n'a pas pour lui-même. Ça, c'est vrai. Et comme les autres ne peuvent pas traduire le mal-être et l'aider à s'en sortir, il se sent seul, rejeté, abandonné, et puis il part vers le précipice, en fait. Mais est-ce que pour arriver à ce niveau, si cette personne avait essayé de s'ouvrir, mais n'a pas trouvé une oreille adéquate? C'est justement ça le problème, Voilà. surtout sous nos cieux. Oui. Si moi je viens, ah mais Flora, tu sais, ça va pas trop, tu sais, et tout. Le risque, c'est que Flora va dire, j'ai échoué à l'école. Je reprends. Ah Flora, tu sais, non, ça va pas à l'école. Les cours, je comprends pas. Je fais des efforts, ça va pas. L'argent même de poche que les parents donnent et tout, c'est pas ça. Je me sens vraiment pas bien. J'ai envie d'arrêter les cours. Ah non, mais Mélanie, il faut tenir. Faut tenir. Tu sais, moi-même, il a souffert aussi. Oh. Ah, la vie, c'est comme ça, hein. Nous tous, on souffre. Voilà. Souffre de son côté. Faut le laisser. Ah. Faut t'habituer. Seul l'effort avance. Seul l'effort avance. Donc, quand vous tombez sur ce genre de personnes, ils vont pas vous dire ce qu'il faut faire. Ils vont vous parler de leur expérience. Oui. Donc, partant de ce constat-là, si vous savez que dans votre environnement, c'est pas pareil pour tout le monde. Si vous savez que dans votre environnement, vous avez des gens qui, au lieu de vous écouter sans jugement, au lieu de vous écouter avec amour et douceur, sans chercher à vous changer, essayez de vous orienter vers les professionnels. Essayez de vous orienter. Je le répète, essayez de vous orienter vers les professionnels. Il n'y a aucun mal à cela. Quand vous avez le palu, vous ne partez pas voir Tanti Solange. Vous ne partez pas voir Tanti Solange. Vous partez à l'hôpital. Oui. Donc, pardonnez, normalisez le fait que la santé mentale, c'est pas pour les fous. J'ai un livre même que j'aime bien, j'ai oublié le nom En de fait, l'auteur. j'aimerais vraiment qu'on insiste là-dessus. Oui. Parce que je pense qu'on a plutôt tendance à assigner tout ce qui parle de santé mentale aux personnes, en fait, vraiment en déficit, qui se promènent un peu dans nos rues, pour ne pas utiliser le thème, en fait, fou. C'est un peu, en fait, c'est ça. Donc, en fait, là, j'aimerais vraiment qu'on insiste là-dessus. Quand on parle de santé mentale, c'est pas pour les fous. Mais quand vous remarquez déjà une déficience quelque part, une pathologie affective, c'est bien ça. C'est bien ça. D'accord, on continue là où on s'est arrêté. Voilà, je reviens encore sur la question. La santé mentale ne concerne pas les fous. Les fous, en fait, ils ont eu aussi le parcours. C'est-à-dire, ils ont commencé à ressentir un mal-être qu'ils ont banalisé. Et puis, ça s'est aggravé pour se retrouver finalement dans les rues, en fait. Avoir des problèmes psychologiques très graves jusqu'à aller en psychiatrie. En psychiatrie où on fait des thérapies médicamenteuses, où on va même jusqu'à donner des médicaments pour que les personnes puissent se retrouver. En fait, en Afrique, c'est comme on appelle, si je peux le dire ainsi, c'est mal vu de dire « Ah, je vais pas bien ». Et pourtant, vous n'allez pas bien. Je pense que c'est un peu à cause de notre background. En Afrique, on consulte beaucoup
Les gens sont un peu encore dans les traditions, à voir, bon, je vais voir telle chose ou bien je vais à la prière et puis on va me donner une révélation, bien une consultation. Et puis, bon, c'est dans ça que les gens se réfugient. Je ne dis pas que la prière, c'est mauvais. Je ne dis pas que les pratiques traditionnelles, c'est mauvais. Mais ça ne résout pas le problème. Pas forcément. Ça ne résout pas forcément le problème. C'est un problème simple. Vous avez besoin de vous comprendre. Puisque la santé mentale, là, c'est être dans un état de bien-être qui nous permet d'exploiter notre plein potentiel. Oui. Donc, si je ne suis pas dans cet état de bien-être, je ne peux pas exploiter pleinement mon potentiel. Je ne peux pas accepter la vie avec ses difficultés. Puisque les difficultés, là, elles sont inhérentes à la nature humaine. Hein. Il n'y a pas une sphère de votre vie où vous allez être sans souci. Non, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Jamais. Donc, autant le savoir, autant l'accepter et autant s'y préparer. C'est là que les professionnels de la santé mentale interviennent. Ils vous aident à mieux avoir... On reprend. Ils vous aident à avoir une meilleure orientation par rapport à ce que vous voulez. Oui. Et donc là, en échangeant, il y a une question qui m'est revenue. Puisque vous avez dit, ce sont des personnes qui ressentent le besoin excessif de se faire accepter. On a essayé de voir le côté d'un conjoint avec sa femme et tout. Mais ces personnes-là, est-ce qu'elles ne sont pas beaucoup sujettes à être plus manipulables? Bien sûr. Ouais. C'est-à-dire, si quelqu'un en face s'est rendu compte qu'on a une personne comme ça, ce sont des personnes qu'on manipule très facilement. Bien sûr. Et là, elles font des choses Justement. qui font qu'elles ne sont pas forcément très à l'aise, mais elles sont dedans, les gens les manipulent très facilement et tout, parce qu'on sait que vous n'allez pas bien. Justement. Et comme je le disais dans la définition, avec le besoin excessif de se sentir aimé ou accepté, cette personne est prête à aller au-delà de ses valeurs. Rien que pour se faire accepter. Quand je prenais le cas de l'amitié, où moi je ne mange pas le porc, mais comme j'aime tellement la compagnie de Flora, je vais essayer de lui faire plaisir. Mais vous voyez que très souvent les parents parlent de mauvaise amitié. Oui. Ou bien je ne veux pas que tu fréquentes X ou Y. Parce que quand tu fréquentes, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. Pourquoi tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes? Parce que chaque personne a une certaine influence. Influence et manipulation, c'est pas loin. Mais simplement qu'on travaille à ne pas, comment on appelle, être d'une influence négative pour les autres. Et aussi ne pas se dénaturer, tout à fait. Justement, mais pour ne pas se dénaturer, il faut prendre conscience de sa valeur, il faut prendre conscience de son état psychologique et puis il faut être prêt à demander de l'aide. Oui. Mais une personne vivant avec ce mal-là, est-ce qu'on peut dire qu'elle peut aimer sainement? Si dans elle-même, sa définition de l'amour, c'est de se faire forcément accepter par la partie adverse. Parce que peut-être j'ai vu en Super Mélanie aujourd'hui, je vois que c'est une thérapeute, j'aime bien son état d'esprit, je veux m'approcher de Super Mélanie. Et donc, je veux tout faire pour qu'elle m'accepte déjà dans son cercle. Mais est-ce que cet amour que je lui porte, il est vraiment sain? Non, pas pour un départ. Quand on est dans le cadre d'une dépendance affective, on recherche validation. Et ça crée l'effet inverse. Tout à fait. Parce que quand je vais venir, comme on appelle vers Super Mélanie, je vais essayer de l'approcher, je vais changer mon caractère. Je ne vais pas venir tel que je suis. Et donc, comme ça va créer l'effet inverse, je vais trouver que tout ce que je fais, elle ne l'apprécie pas. Donc, finalement, c'est une mauvaise personne. Et si vous voyez des personnes qui ont tendance à critiquer tout le temps, se trouvent dans cet état d'esprit-là. Et aussi ne jamais se remettre en cause. Jamais, parce qu'elles recherchent validation. Donc, elles pensent que les autres aussi recherchent validation. Pourtant, ce n'est pas forcément le cas. On vit juste comme ça, chacun a ses priorités, chacun a sa vie, chacun sait où il va et tout, chacun a ses combats en fait. Exactement. Mais dans ce cas bien précis, quels sont les conseils que vous pouvez donner à toute personne qui aujourd'hui, peut-être à travers notre caméra, s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Comment elle va essayer de se retrouver et vraiment commencer à bâtir une relation saine avec ses proches? D'accord. Je dirais à cette personne-là,
de faire ce qu'on appelle dans un premier temps un repli sur soi. Un repli sur soi, ce n'est pas la solitude, hein. C'est de s'asseoir, de prendre juste un bloc-notes Ouais. et puis d'écrire à quel niveau j'en suis. Quelles sont les relations qui m'ont blessée? Puisque la personne, voilà, il a raison, elle a, hein. C'est pas excessif la dépendance affective, soyons clairs. C'est un mal-être. Mhm. Voilà, c'est un état psychologique qui peut entraîner de graves conséquences, mais voilà, on est quand même lucide. Donc, c'est de prendre un bloc-notes, d'écrire. Qu'est-ce qui nous a marqué? Qu'est-ce qui nous a offensé? Qu'est-ce qu'on veut améliorer? De savoir qu'on ne veut plus sacrifier ses valeurs pour plaire aux autres, en fait. Ça, c'est le premier pas. Deuxième pas, c'est d'apprendre à se valoriser. Soi-même d'abord. Ça, on n'a même pas besoin même d'aller d'abord chez un thérapeute ou bien chez un professionnel. Apprendre à se valoriser. Ça peut commencer par quoi? Quand Flora se lève le matin, qu'est-ce qui l'empêche de dire, ah, je suis très belle, je suis intelligente et ce jour est un merveilleux jour. Mhm. Rien, mais elle va pas faire. Ah, mais je suis en retard au travail. J'essaie de courir pour partir. Oh, on est, on est pressé. On est en train de courir. D'accord, il n'y a pas de problème. Quand tu es en train de courir, quand tu es arrivé net, ton patron va t'énerver. Et puis, bonjour, bonjour, la mauvaise journée. Ah non, mais je ne suis pas bien réveillée matin. Je ne suis pas bien réveillée. Non. On est la personne la plus importante sur la Terre. Parce que si nous, on n'est plus là, tous nos projets, c'est-à-dire nous-mêmes, je parle d'une personne. Oui. Si moi, je ne suis plus là, tous mes projets, Tombe à l'eau. donc, je suis la personne la plus importante. Donc, je dois me valoriser. Je dois me valoriser. Je t'ai dit la dernière fois que mon pseudonyme Super Mélanie, c'est moi-même qui me le suis attribué, hein. C'est pas quelqu'un qui a dit non, je t'appelle Super Mélanie. Je dis non, moi, je suis Super Mélanie. J'ai décidé de m'appeler comme ça. Mais je m'aime à un niveau que tu ne comprends pas, Flora. Moi, j'ai tendance à dire que je m'exalte. Tu vois, je me dis ça déjà. Et donc, si Flora ne m'accepte pas ou ne me comprend pas, ce n'est pas un problème. C'est OK. Mais dans Pour cette moi, valorisation. on reste déjà dans les recommandations, hein. Oui. J'ai un peu extrapolé. Sinon, Non, mais moi, ça me va tellement. Seulement que j'aimerais juste qu'on... tu vas me poser question de... Non, en fait, j'aimerais juste qu'on essaie de mettre la limite Mhm. entre cette valorisation et cette valorisation de soi et ce qu'on pourrait appeler un amour narcissique. Le narcissisme est une pathologie, hein. Voilà. C'est pas le cadre. Non. Exactement. Justement, Donc, c'est pour ça que comme j'ai j'essaie dit- qu'on revienne un peu. Il faut se valoriser, s'aimer, mais ne pas aussi tomber dans le narcissisme. C'est pas du narcissisme Oui. que de s'exalter soi-même. Tu comprends? Le narcissisme, c'est une insécurité. Tu as Tout à ouvert fait. les brèches. Je vais pas être longue dans le développement. Tout à fait. C'est une insécurité. C'est de se sentir supérieur aux autres et de les mépriser, les minimiser. Non. Quand je dis que Super Mélanie, je m'aime, je m'apprécie et je m'exalte, Mhm. par ricochet, j'ai la même considération pour tout le monde. Exactement. C'est Mais là que je voulais qu'on en vienne, oui, en fait. on va en venir. J'ai la même considération que tout le monde, en fait. Mhm. Quand je vois Flora, je la respecte de la même manière. Quand je vois Alexandra, je la respecte de la même manière. Mais l'avis de Flora ou d'Alexandra, je m'en moque. Surtout si c'est un avis négatif Un qui ne me avis. convient pas. Mm. Tu peux être, voilà, très jolie comme ça, avec ton nez et toute ta forme. Et puis quelqu'un va te dire, surtout pour le cas des adolescents, ah, mais t'es pas assez grosse, t'es pas assez fournie. Il y a ces gens-là qui sont très forts dans vous révéler vos défauts. Mhm. C'est de ça que je parle, en fait. Exactement. L'estime de soi, la confiance en soi, quand elle n'est pas très forte, les gens vont faire sombrer. Et ces personnes qui vont vous faire sombrer là ont des insécurités qu'ils n'assument pas. C'est pour ça que je dis que l'avis des autres, moi, c'est pas mon avis. Les avis négatifs que vous-même vous voyez qu'ils ne sont pas sont pas vrais du tout, ils s'en moquent. Tout simplement. C'est OK. Mais quand on fait des remarques constructives, quand on fait des critiques constructives, ah,
Mélanie, tu as fait telle chose, j'aimerais que tu améliores comme ça. Mais c'est chouette en fait. Oui. Parce que nous sommes dans un écosystème. On a besoin de s'aimer les uns les autres. C'est dans ce cadre-là que l'amour de soi intervient. Oui. Tu vois, Flora, j'étais disant que nous sommes dans un écosystème. Donc, l'amour en lui-même, il est sain. Je te respecterai. Oui. Voilà, j'accepterai aussi que tu m'aides à changer sur un certain point de ma vie. Mais quand on a été vraiment profondément critiqué, rejeté et tout, on a tendance à vivre dans cette vie-là. Et c'est en cela, je dis non. J'ai tapé un peu sur l'exaltation pour te dire, ou bien pour dire à cette personne X ou Y que tu as de la valeur. Tu peux encore te reprendre en fait. Si tu commences à te dire, je suis une belle personne, je suis une personne intelligente, je m'aime, je m'exalte, cette considération-là, avec cet exercice tout simple, ça prend même pas 2 minutes. Quand j'ai dit, Flora, si je te dis de faire ça, chaque matin, tu as sorti juste une phrase que tu es en retard pour le travail. Mais ça fait même pas 2 minutes. Oh, c'est juste quelqu'un que Non, je oui. connais. Oui. Qui On n'est est pas toujours... forcément mien. Voilà. Qui n'est pas forcément dit, mais c'est le réflexe de tout le monde. Tout à fait. Parce que les personnes, surtout les adultes, quand ils ne connaissent pas quelque chose, ils ne font pas. Et quand tu fais cette proposition à quelqu'un, la personne se dit, qu'est-ce que ça va m'apporter là maintenant? Pourtant, c'est les habitudes qui créent les caractères et qui transforment nos vies. Donc, commencez déjà par dire, je suis une belle personne. Même si au départ, ça sonne faux, à force de se le dire, ça va finir par rester. Et on commence à voir la beauté Et en on nous. commence à voir la beauté en nous. Donc, quand on voit la beauté en nous, quand on voit Flora, quand on voit Alexandra, quand on voit X ou Y, on est plus enclin à accepter cette personne-là. Oui. Et si cette personne a même fait des choses qui ne nous plaisent pas, on se dit, c'est son caractère. J'ai un mantra qui est très fort. Moi, je n'ai pas le droit de juger les valeurs des autres. Clairement. Ça, c'est ma phrase, c'est mon mantra, je le publie. Plus bienveillant. Voilà, je le publie à chaque instant sur mes statuts. Je n'ai pas le droit de juger les valeurs des autres parce que c'est leur valeur à eux, en fait. C'est dans cette même veine-là que je te disais, la vie, de ce que les gens peuvent m'apporter. Non, si c'est négatif. C'est pas bon. Mais si c'est bienveillant, Oui. si c'est constructeur, oui. Tout à Parce qu'on est dans un cadre d'amélioration continue. Chaque jour, on va apprendre à devenir une meilleure personne. Chaque jour, on va travailler à être des personnes bienveillantes. Et la troisième chose aussi qu'on peut faire, c'est de contacter ou bien d'aller vers les professionnels de la santé mentale. Aujourd'hui, Dieu merci, c'est de plus en plus vulgarisé. Oui. Il y a des ONG comme Save Your Ment qui sont de très belles lucarnes, en fait. Vous pouvez juste les contacter sur la page Facebook et puis ils vont vous orienter vers les professionnels. Essayez de trouver quelqu'un de plus approprié qui pourra vous aider à sortir de ce mal-être-là. Merci. Donc, voilà un peu les conseils que je peux donner à quelqu'un qui... Non, on va attendre avec... Voilà un peu là. Une quatrième chose, c'est d'apprendre. On reprend. Une quatrième chose, c'est d'apprendre et de réapprendre à se découvrir à travers la lecture. La lecture est une thérapie. Il n'y a pas meilleur. Vous savez que vous avez un problème sur un domaine donné, il y a forcément un livre qui en parle. Faites des recherches, prenez ce livre, commencez à le lire. Commencez à lire. Ça va susciter en vous ce qu'on appelle l'éveil à soi. Vous allez forcément avoir une information, une seule phrase qui va vous créer en vous le déclic en fait et qui va vous aider à être une meilleure personne. Vous ne serez plus en train d'attendre le message de l'ami ou bien du conjoint qui ne vous a pas appelé depuis 2 jours. Quand vous serez en train de lire, c'est une manière d'occuper sainement le cerveau ou bien de travailler ses passions. Peut-être pour toi, Flora, ça sera la musique ou bien la natation. Donc, oriente ton esprit vers ce que tu aimes faire naturellement. Ça va t'aider aussi à t'occuper sainement et à ne plus penser à ce besoin excessif-là. Tout à fait. Donc, c'est un peu ce que je pouvais dire au niveau des recommandations pour quelqu'un qui souffre
bien en même évidemment, temps, de je dépendance vais affective. vraiment rester dans cette veine et prendre ton mot de fin, Super Mélanie. Mon mot de fin, je viens toujours avec une approche thérapeutique parce que pour moi, la santé mentale est un luxe que tout le monde peut se permettre. Vous n'êtes pas délaissé par la vie, vous n'êtes pas des personnes désespérées. Comme quelqu'un l'aurait dit, il n'y a pas de saint sans passé, ni de pécheur sans avenir. Ayez à cœur de transformer votre vie. Ça commence aujourd'hui et non pas demain. Merci, Super Mélanie, pour cette belle phrase que tu nous as donnée à la fin. Alors, s'accepter, se valoriser, avoir recours à des professionnels, lire. Telles sont les dernières recommandations que Super Mélanie nous a données. Si vous vous êtes reconnu dans tous les cadres que nous avons abordés, sachez-le, c'est pour vous que nous avons planté ce cadre. C'est pour vous qu'il y a mental de femme. Chères dames, ne restez plus sur vos pathologies, ne restez plus enfermés. Au contraire, ouvrez-vous. Avec Save Your Mind, vous avez la possibilité de contacter des professionnels qui vous aideront à guérir, à être des meilleures personnes. Telle est notre mission. Si vous avez aimé cet épisode de Mental de Femme, n'hésitez pas à le partager et aussi à nous recommander. Merci et à la prochaine.